c'est d'oser croire que c'est possible. Qu'on puisse parler à des intelligences dans l'invisible qui vont nous répondre. On y va? On y va. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de François Desportes. Bonjour François. Bonjour, bonjour. Alors François, aujourd'hui cet échange va tourner essentiellement autour des fleurs de bac, du jardin co-créatif, des jardins co-créatifs et de toute la démarche derrière. Alors François, vous êtes formateur, vous êtes conférencier, vous êtes à l'initiative des jardins co-créatifs en France, c'est bien ça? Voilà. Oui, 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 c'était une longue histoire en fait. Bon, on la fera courte, mais ça a été une longue histoire. Alors déjà, peut-être pour informer, qu'est-ce que c'est les jardins co-créatifs et à qui ça s'adresse? Alors, très objectivement parlant, les jardins co-créatifs, c'est une petite société, une SARL, tout simplement, que j'avais créée. En fait, bon, pour reprendre toute l'histoire, bon, je suis très, vous le mentionniez tout à l'heure, on va le préciser, je suis très impliqué par les fleurs de bac depuis longtemps, puisque j'ai rencontré ça en 1985. Donc ça fait 38 ans cette année. Là, au mois de juin, ça fait 38 ans cette année. Euh, j'ai eu l'énorme chance à l'époque. J'étais marié, ma femme et moi, nous fonctionnions exactement sur la même longueur d'onde, et nous avions une toute petite structure qui vendait des produits diététiques par correspondance. Et ça s'appelait la Société Lasserre. C'était le nom de jeune fille de mon épouse à l'époque. Et, euh, et en 85, on a rencontré les fleurs de bac. Et ça a été un coup de foudre extraordinaire. Et on a eu une chance inouïe, c'est de devenir l'importateur des fleurs de bac anglaises pour la France au mois d'octobre 85. Donc, ça a commencé comme ça. On a eu tout à faire, tout à découvrir. Il n'y avait pratiquement rien c'était absolument inconnu. Pour vous donner un ordre de grandeur, à l'époque, on vendait peut-être une dizaine de flacons de fleurs de bac sur la France par mois. Par mois, c'est complètement délirant. Enfin, par rapport à ce qu'on voit maintenant. Donc, on a tout appris comme ça. Et bon, bref, on a énormément grossi. On a arrêté d'être le représentant de Nelson Bach en 2003 et on a été amené à réfléchir à d'autres choses. Et après, il y a eu des bouleversements dans la vie privée. Et donc, la société Lasserre s'est transformée en jardin co-créatif parce que j'ai beaucoup orienté, à la fin de mon partenariat avec les gens de chez Nelson, euh, j'ai beaucoup orienté mon travail sur la traduction des livres de Perelandra. Et donc, je baignais dans la sensation de la co-création et de la communication avec les intelligences de la nature. Et donc, quand il a fallu retrouver un nom pour la nouvelle société, bon, on s'est tourné vers les jardins co-créatifs. C'est-à-dire, c'était parfaitement compatible avec la dynamique de Perelandra, puisque globalement, cette entreprise était aussi une forme de jardin, une espèce de jardin, qui a sa propre dynamique et qui répondait parfaitement à l'idée qu'on peut se faire d'un jardin, c'est-à-dire une création voulue par l'homme. Voilà. Donc, les jardins co-créatifs, c'est une SARL maintenant qui est gérée par deux amis, deux dames, dont une est ma fille et l'autre son associé. Elle travaille très bien avec ça. Donc, moi, je n'ai plus de lien vraiment direct avec ça, si ce n'est que je fais de la formation et que j'écris des choses et que donc notre travail se complète, si vous voulez. Elle s'occupe de tout ce qui est la distribution et moi, je m'occupe de tout ce qui est le papotage. Voilà. Alors c'est vrai, vous l'avez décrit, vous êtes importateur des fleurs de bac en France, donc sur le territoire français. Comment s'est passée cette rencontre avec les fleurs de bac? Ça a été un concours de circonstances étonnant, c'est-à-dire que un de mes frères médecins, un jour, qui était prof de phytothérapie à la fac de Lille, m'a proposé de lire un livre qu'il venait de découvrir et il pensait que c'était de la phyto. Et il me dit, c'est un truc complètement dingue, lis ça. Donc c'était en juin 85.
Je me suis procuré le livre, euh, je l'ai dévoré, et j'ai eu la chance de lire le livre d'une dame. C'était le livre d'une dame qui est décédée maintenant, mais qui venait en France 2 mois plus tard, et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Lille à ce moment-là. Et elle était amie avec les gens du Centre Bac, donc j'ai suivi la prestation qu'elle avait faite à Lille pour présenter les fleurs. Elle était amie avec les gens du Centre Bac, on a sympathisé, puis je lui ai dit mon désir ardent de faire en sorte que cette réalité-là soit présente en France, quoi. Ça me paraissait aberrant que ça ne soit pas disponible. Mais je n'imaginais pas une seconde l'histoire qui allait advenir après, quoi. C'était moi, au départ, c'était juste l'idée je pense que ça devrait plaire à quelques personnes que je connais bien et j'avais juste envie de partager ça, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Tout bête, mais vraiment, d'une façon incroyablement simple. C'est un concours de très heureuses coïncidences qui ont fait que tout s'est emboîté d'un seul coup. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, des fleurs de bac, vous êtes passé plus récemment aux essences Perelandra. Donc, pareil, c'est aussi un concours de circonstances où ça a Ouais, été même une chose. démarche pour D'ailleurs, la même creuser. personne, la même personne, mon frère, qui suivait des cours de kinésiologie en Belgique chez le docteur Monette et qui avait besoin de trouver des essences de Pérélandra pour suivre cet enseignement. Donc, il travaillait avec les fleurs de bac et les essences de Pérélandra. Et moi, il a fallu à l'époque, on n'avait pas Internet, on se rend pas compte à quel point ça pouvait paraître laborieux par rapport à ce qu'on vit maintenant. Mais il a fallu que je remonte toute une chaîne de documents, de gens, etc. Ça m'a fait à peu près 10 à 11 mois avant de rentrer vraiment en relation avec Pérélandra. Et ils ont accepté qu'on les représente. Donc j'ai commencé à recevoir des livres, quelques produits euh, que j'ai que j'ai redistribués à des gens qui essentiellement au départ faisaient de la kinésiologie. Et puis j'ai commencé à lire les bouquins de Pérélandra et là j'ai vraiment eu la sensation, pour mémoire, vous avez derrière vous ce bouquin bleu qui s'appelle Map. C'est le premier livre que j'ai lu et le choc, je ne sais pas comment dire, un choc culturel, ça a tellement bouleversé tout ce que j'avais l'impression de savoir que c'était pour moi le même choc que d'avoir rencontré les fleurs de bac quelques années avant. Et là, d'un seul coup, je me suis empressé de commencer à traduire les textes, à distribuer ça autour de moi, et ça s'est répandu un peu comme une tache d'huile, vous voyez. Donc après, je me suis cru au bout de 3 4 ans à même d'essayer de commencer à en parler par moi-même. Et l'aventure a pris cette forme-là. Donc, ça a pris de plus en plus pour moi, euh, comment dire, le sens de cette transmission, de ce partage, expérimenter, enseigner, etc. Voilà, Oui, de plus en plus. c'est ça qui est intéressant. Et le fait est, c'est que par l'intermédiaire de MAP, donc pour le coup, ça a été aussi un fil conducteur. Donc c'est par rapport à MAP, comme je vous ai dit que je vous ai contacté, ça permet d'observer la capacité de l'humain à travailler différemment, à Ah oui, interagir avec sa santé d'abord, mais également avec différents environnements, différentes structures du soi, hein, du structurel, et tout en lien avec une énergie que là, pour le coup, on va appeler des devas, les esprits de la nature, les esprits de l'environnement. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est toute la démarche par rapport au jardin co-créatif, la définition qui s'apporte réellement. Parce que voilà. c'est ça aussi derrière, c'est la démarche avec ce peuple de l'invisible, du subtil. Oui, en fait, je me suis rendu compte en lisant tout ça, ça a été presque une espèce alors je ne veux pas dire une révélation, mais il y a quand même un petit peu de ça. C'est-à-dire, d'un seul coup, prendre conscience que quand euh, quand j'ai commencé à envisager de jouer le jeu que proposaient ces livres sur Perelandra, je me suis retrouvé au contact de sensations
euh, dont je n'avais absolument pas l'habitude. Mais en même temps, il y a eu quelque chose qui, pour moi, c'était pas tant le coup d'avoir des sensations, c'était une espèce de certitude d'un coup absolument évidente que chacun de nous baigne dans un océan d'intelligence tout le temps là, omniprésente, tout le temps disponible, uniquement dont le seul, comment dire, dont la préoccupation excessive, si je peux m'exprimer comme ça, est la seule préoccupation exclusive, si je peux dire les choses comme ça, est d'entrer en relation avec nous et de nous aider à, à faire en sorte que ce que nous souhaitons générer, nous sommes des êtres créateurs, on passe notre temps, on ne s'en rend même pas compte, mais on passe notre temps à dire j'aimerais bien que, j'ai envie de, je souhaite que, j'aspire à, je, je, un jour j'aimerais devenir comme si, ou bien voilà, etc. En fait, on fait des prières, on fait des demandes, on ne s'en rend même pas compte. Donc, c'est devenir conscient du fait que nous émettons comme ça des demandes à l'univers et que et il y a quelqu'un qui nous a dit il y a 2000 ans, demandez et à peine aurez-vous demandé que vous serez exaucé. Ça m'a rappelé des tas de choses que j'avais entendues quand j'étais enfant, quand j'allais au catéchisme. À l'époque, ça me paraissait complètement farfelu. Mais là, d'un seul coup, ça prenait une tournure incroyablement concrète. Et, et ce qui m'a prodigieusement touché, c'est de sentir que cette présence d'intelligence était là. Il y avait jamais de jugement. Il y avait juste une espèce d'attention à ce qu'on était. Et c'était à moi de découvrir ma capacité à être attentif à ce qui pouvait se passer. C'est comme si, en fait, il fallait apprendre à fonctionner dans les deux sens. Et pour moi, ça a été une chose tout à fait passionnante d'entrer là-dedans et je n'ai pas développé de capacité, comme je dis souvent pour rire, je ne marche pas sur l'eau, je fais pas de la lévitation, non, voilà. Mais, il y a, et ça a beaucoup complété d'ailleurs tout ce que j'ai pu découvrir avec les fleurs de Bach, pour moi-même, hein, je veux dire. C'est-à-dire une espèce, une espèce de désir de plus en plus ardent d'être présent à ce qui se passe et à ce que je suis dans ce dans quoi je suis inscrit. Vous parliez tout à l'heure de jardin. Euh, J'aimerais juste venir un tout petit peu sur cette définition parce que c'est quelque chose qui nous touche de très près. En fait, l'américaine qui a créé le jardin de Péré-Landra, donc elle vit en Virginie, c'est une dame âgée maintenant. Euh, à un moment, elle a découvert tout ça à travers son jardin potager. Si vous voulez, à un moment où on reviendra sur tous ces détails, mais à un moment donné, elle a été curieuse, elle s'est rendue compte que peut-être que le mot jardin avait dans sa tête et dans son cœur une signification qui n'était peut-être pas tout à fait celle envisagée par ces intelligences au milieu desquelles nous évoluons sans même nous en rendre compte. Et elle a demandé à être éclairée sur le sens du mot jardin perçu par ces intelligences qu'on va appeler dites de la nature. Et, euh, et la réponse qui lui a été faite a été la suivante. Un jardin, c'est un environnement, euh, c'est n'importe quel environnement. C'est-à-dire que, par exemple, la pièce dans laquelle vous êtes, c'est un jardin. Voyez, le livre map que j'ai traduit là derrière vous, ça peut être conçu comme un jardin. C'est-à-dire que c'est un environnement qui est fait à partir d'éléments de la nature, mais ces éléments ont été agencés les uns avec les autres pour répondre à la demande d'un humain. Donc un jardin, c'est le résultat d'une espèce de conspiration entre une demande formulée par un humain à travers ses prières, ses vœux, etc., et ce que l'univers, la vie, nous offre comme élément de réponse. Et c'est à nous de nous occuper de ce jardin. C'est-à-dire que la nature ne fait pas de jardin par elle-même. Toute la création est une espèce d'énorme jardin où tout est disponible. Mais quand on fait un jardin potager, par exemple, la nature d'elle-même ne va pas mettre
des plants de tomates les uns à côté des autres, à côté d'un plant de poireaux. C'est nous qui faisons ça, comme ça. D'accord? Et nous baptisons ça un jardin. Donc, quand vous concevez qu'un jardin, c'est à nous de nous représenter la responsabilité que nous avons dans cet acte de création, nous nous rendons compte que euh, tout dans notre vie peut être considéré comme un jardin. Parce que nous jouons un rôle déterminant dans l'apparition de ces phénomènes dans notre vie. Okay. Oui, en effet, que ce soit la vie quotidienne, les relations, hein, privées, Absolument. sociales, toute interaction avec La l'environnement, famille, avec la... notre Voilà. famille, nos amis, notre travail, tout peut être considéré comme, enfin, pour tout ce qui me concerne, tous ces espèces de petits pôles de manifestations peuvent être conçus comme des jardins qui répondent quelque part à mon désir d'être. Voilà. Et pour arriver à être en co-création, hein, d'où l'intitulé des jardins co-créatifs, c'est aussi bon à le rappeler, pour être en co-création, qu'est-ce qu'on a à faire? Quelles sont nos démarches à mettre en place? En fait, les démarches, c'est d'abord comprendre que euh, les, les, les intelligences dont je vous ai parlé, cet océan d'intelligence dans lequel on baigne, nous nous inscrivons dans un mode de fonctionnement de la réalité qui, à nos yeux, alors je ne dis pas que c'est valable dans l'absolu, je dis que pour nous, à notre niveau, à nous, ça se, ça se, ça se découpe en deux grandes dimensions qui sont globalement euh, la dimension de ce que nous essayons de vivre chaque jour, plus ou moins laborieusement, c'est-à-dire notre propre évolution. Donc il y a une dimension d'évolution. Comment est-ce qu'on se transforme? L'évolution, c'est ce qui nous permet de nous transformer, de bouger, de grandir, de passer à autre chose. Donc ça passe beaucoup par le phénomène de la demande. Et en réponse, il y a comment dire, une dynamique qu'on pourrait appeler l'involution, c'est-à-dire le passage au concret, à la structure, à l'ordre, à l'organisation, à la forme, d'une certaine façon. Donc, quand ce qu'on a à faire, on a simplement à essayer d'admettre que nous sommes au centre de ce processus, qui est quand même particulièrement prenant, et que pour nous aider à le vivre de façon aussi équilibrée que possible, eh bien, ces intelligences dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a commencé à évoquer, ces intelligences nous aident à incarner cette responsabilité euh, dans une forme d'équilibre qui soit satisfaisante pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour ce que nous souhaitons vivre, mais aussi pour l'équilibre de toute la réalité dans laquelle on s'inscrit. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'essaye de faire quelque chose et que ça a sa juste place, euh, bah, ça trouve spontanément sa place. C'est en équilibre avec ce que j'espère vivre, et en même temps, c'est en équilibre avec tout ce qui se manifeste autour de moi et qui, au fond, était prêt à recevoir ce que je souhaitais vivre. C'est un petit peu ce que j'ai expérimenté sans le savoir. Quand j'ai découvert les fleurs de bac, j'aspirais à quelque chose de cette nature-là, sans savoir que les fleurs de bac existaient. J'ai rencontré les fleurs par un bouquin, j'ai rencontré l'auteur de ce bouquin, j'ai rencontré les gens du Centre Bac dans la foulée, ça a pris 2 mois et demi. C'est rien, quoi, pour une telle aventure. Et on a eu cette responsabilité, cette possibilité de proposer les fleurs à toutes les personnes de France. Et ça s'est posé comme ça. Ça ne s'est pas fait malgré nous. Et ça ne s'est pas fait en dépit de nous. C'est-à-dire, mais tout s'est organisé pour que ça soit à sa juste place à travers ce que nous étions capables de vivre à ce moment-là. Donc, c'est une espèce de partenariat dans la création entre l'intention d'un humain qui a envie de vivre quelque chose et la capacité de réponse de l'univers qui va offrir des éléments de réponse qui correspondent à la demande formulée par l'humain. Est-ce que ça vous paraît clair, ça? C'est une espèce de renvoi continuel, si vous voulez, entre la parfaite reconnaissance de nos responsabilités mutuelles et donc de cette complicité qui peut se développer autour de la réalisation des choses. Voilà. Oui, d'autres peuvent appeler ça des synchronicités ou alors Totalement, totalement. voilà.
L'idée n'est pas d'y apposer spécifiquement un mot, mais c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles, comme vous venez de le définir. Juste une parenthèse fleurs de bac, parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas tout à fait ou pas complètement les fleurs de bac. À quoi ça sert? Alors, juste un tout petit rappel historique. Bach, B-A-C-H, c'est le nom d'un médecin britannique qui est mort en 1936, donc la chose n'est pas nouvelle. Il est mort à l'âge de 50 ans et un mois et demi à peu près. Il est né en septembre 1886 et il est mort début novembre 1936. Donc il n'a pas une vie très longue, mais il a une vie d'une extrême intensité. Et c'était un grand médecin, vraiment, il a fait des découvertes étonnantes en bactériologie, en homéopathie, il a beaucoup travaillé là-dedans. Et à un moment donné, il a ressenti le besoin. Il avait fait le constat depuis longtemps que l'état d'être jouait un rôle essentiel dans l'équilibre de la santé. Toujours une notion d'équilibre, d'ailleurs, comme chez Perelandra. Le mot équilibre est un mot central dans ce genre de dynamique. Donc, il s'était rendu compte que les émotions et les états d'être jouaient un rôle déterminant dans l'équilibre de la santé. Et donc, il a souhaité s'investir totalement dans cet élan. Et il a tout abandonné en 1928-1929. Et il est parti dans la campagne et il est allé à la rencontre de préparation de fleurs. Il avait l'intuition que les fleurs allaient répondre à son besoin de son désir d'offrir des outils d'équilibre sur le plan émotionnel. Donc, il en a ausculté beaucoup, il en a cherché, je crois avoir compris que il avait relevé, il avait regardé de près d'un millier de fleurs différentes en quelques années, ce qui est gigantesque comme charge de travail. Surtout que son seul laboratoire, c'était sa réceptivité, son émotion à lui. C'est ce qu'il vivait dans son corps. Et il en a sélectionné 38 préparations essentiellement à base de fleurs. Il y en a deux qui ne sont pas des fleurs, mais enfin, disons qu'il y en a, on appelle ça les fleurs de bac, donc on va dire globalement qu'il y en a 38, chacune représentant un champ de travail émotionnel particulier. Et donc, quand on prend une fleur de bac, c'est qu'on reconnaît que l'émotion qui correspond à cette fleur est une source de difficulté pour soi et que nous aspirons et nous avons l'intention, donc ça c'est un mot déterminant, nous avons le désir et l'intention de faire quelque chose pour ça, c'est-à-dire de retrouver un équilibre satisfaisant pour sortir de la douleur ou de la gêne ou de la difficulté que représente cette émotion vécue dans la difficulté. Donc ce sont ça a un succès considérable, hein, ce truc-là partout dans le monde hein, maintenant, et, ce sont vraiment des outils extrêmement particuliers qui nous aident. On ne sait toujours pas comment ça marche. On n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. Objectivement parlant, il n'y a rien pour observer, pour analyser ce qui se passe. Mais empiriquement parlant, on se rend compte que maintenant, depuis pas loin d'un siècle, euh, l'expérience proposée par Edouard Bach est concluante et qu'elle fait intervenir énormément de choses autour de l'écoute de la personne qui va conseiller les fleurs, par exemple, sa disponibilité, mais aussi le désir et l'acceptation de la transformation chez la personne qui souffre d'une émotion pas tout à fait à sa place. Donc on travaille sur l'émotionnel. Et des fleurs de bac, on peut observer au niveau du jardin co-créatif la présence des fleurs de l'Atlas. C'est quoi la différence? Alors moi je suis né au Maroc. Je suis né au Maroc et quand j'ai commencé à être moins sollicité par mon travail en 2003-2004, euh, je suis retourné au Maroc avec des amis, dont une amie en particulier qui est botaniste et qui est elle aussi née au Maroc un an avant moi, un an et demi avant moi. Euh, et nous avons organisé, elle en particulier, avait organisé des randonnées botaniques dans l'Atlas. Et on s'était rendu compte que d'abord, on retrouvait
des fleurs de bac là-bas, pas tout, mais on retrouvait des fleurs de bac dans la montagne. Et en parlant, effectivement, avec les gens qu'on rencontrait, on s'était rendu compte que bah, plein de gens, des professionnels au Maroc, étaient attentifs au principe des fleurs de bac. Donc on s'est mis quelques années plus tard à, à essayer de proposer au Maroc des élixirs de bac, sauf que les élixirs originaux sont avec de l'alcool, puis en plus ils étaient particulièrement chers pour le niveau de vie moyen du Maroc. Donc on a essayé de trouver des réponses à ça et on a commencé à développer nos propres solutions mères avec des élixirs faits dans les montagnes de l'Atlas. Et au départ, c'était surtout pour le Maroc, en fait. C'était surtout pour le Maroc. Et, euh, et après, bon, on s'est rendu compte que ça pouvait peut-être avoir de l'intérêt pour des gens en France. Et c'est comme ça qu'on a été amené à les proposer en France. Donc maintenant, on fait nos solutions mères en France et au Maroc. Et on crée on propose les deux gammes en France et au Maroc. Voilà. Et ce sont des fleurs qui sont stabilisées non pas avec de l'alcool, mais avec une solution de cuivre pour permettre à des gens qui ne veulent pas avoir de produits alcoolisés d'utiliser les élixirs floraux en bonne et due forme. Voilà. Oui, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, parce qu'en fonction de la santé de chacun, des symptômes de Voilà, chacun, il y a des personnes, ou même des enfants, ou même des animaux, qui ne peuvent pas voilà, consommer un absolument. produit alcoolisé. Absolument. Oui, oui, c'est pas qu'une question de religion ou une question de. Ça peut aussi être un problème de santé ou un problème simplement de philosophie personnelle ou de. Voilà, quoi, c'est tout. Hein. Oui, c'est totalement respectable. Totalement respectable. Ouais. Donc là, on voit très bien toute la construction. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la démarche Perelandra, qui est aussi un des véhicules que vous portez dans vos formations, hein. Vous êtes formateur en fleurs de bac, mais également dans les essences Perelandra. Euh, Toute cette interaction co-créative avec ces esprits de la nature, ces devas, comme on peut les appeler. Euh, Vous, au quotidien, est-ce que vous arrivez à l'intégrer ou alors est-ce que ça a été difficile déjà au début d'être dans le côté un petit peu dubitatif? Voilà. Alors, le truc, je vais vous dire, l'épreuve à laquelle j'ai été confronté très rapidement, euh, et c'est l'épreuve que rencontrent beaucoup de gens qui se lancent dans l'aventure, c'est d'oser croire que c'est possible. Qu'on puisse parler à des intelligences dans l'invisible qui vont nous répondre et dont on va pouvoir utiliser la qualité des réponses. Donc, en fait, c'est, comme dit la créatrice du jardin de Pérélandra, il faut du courage, il faut de l'audace. Alors, c'est pas un courage, il n'est pas question d'aller affronter des démons, des dragons, des trucs, etc. Le but, ça n'a absolument pas, ça je voudrais le préciser tout de suite. Alors, il n'est pas du tout question d'entrer dans une démarche qui viserait, par exemple, à faciliter en nous notre capacité à voir ou à entendre de l'invisible. Ça, c'est du folklore. Si on a ce genre de perception, bah, on l'a. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas et on peut très, très bien fonctionner comme ça. Le truc, c'est juste, enfin, très vite, si vous voulez, ce qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est que je me suis très, très vite rendu compte que il y a aucune limite dans ce système. C'est-à-dire que ça devient vite vertigineux. Et que donc, en fait, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec comment est-ce que je fais pour concilier les limites que je perçois dans ma relation au monde et à moi-même avec cette sensation d'être en face de quelque chose d'illimité. Pour moi, ça m'a fait toucher du doigt véritablement le potentiel de ce que pourrait être, alors là je parle à titre strictement personnel, hein, de ce que pourrait être une vie spirituelle de plus en plus active et dynamique. Vous voyez, un truc très concret, pas justement fait sur un système. Moi, je ne sais pas très bien méditer, c'est pas mon truc. Moi, j'ai quelques bonsaïs et quand je m'en occupe, j'ai l'impression de méditer, mais je suis incapable de m'asseoir sur une chaise et de méditer une demi-heure. Je sais pas faire. J'arrive pas. C'est pas. Mais j'ai l'impression de le vivre autrement. Et
Et c'est sans doute pas pour rien que j'ai rencontré ce truc, parce que cette dynamique-là, parce qu'elle m'aide à être dans, je crois, cette dimension, d'être au contact et en mouvement, en création, en action avec quelque chose d'incroyablement subtil, et pourtant tout le temps complètement identifiable, mesurable, concret, palpable, euh, ressenti. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui, là, me donne, enfin, moi, ça a comblé, mais oui, ça a comblé sans doute quelque part un besoin inavoué, mais très concret, oui, ça c'est sûr. Voilà. Il y a quelques règles du jeu de base, hein. C'est d'une simplicité folle. N'importe quel gamin est capable de comprendre ça. C'est juste, je crois que le plus difficile, c'est d'oser croire que c'est envisageable, que c'est possible. Vraiment. Eh bien, c'est déjà sur cette dimension de oser croire que l'on va s'arrêter peut-être pour aujourd'hui. Ouais. Peut-être aurons-nous l'occasion d'échanger plus en profondeur sur des thématiques beaucoup plus ciblées une prochaine fois. En tout cas, merci infiniment, François Desportes, déjà d'avoir communiqué avec toute cette énergie qui vous caractérise, voilà, ce qui vous porte, c'est aussi ça, c'est vous vibrez finalement ces jardins co-créatifs et tout ce qui a été au contact de votre vie ces dernières années. En tout cas, merci infiniment de votre intervention et de ce très bel échange. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir et à très vite. Au revoir, François. Au Au revoir. revoir.